le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast dans une ambiance surchauffée. Non, pas encore, mais ça va venir. Numéro 323, avec un titre, encore une fois, génial. Le trailer utilise-t-il des flocons d'avoine ? Et oui, alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, qui n'auraient pas la référence, Il y a un numéro de téléphone qui m'appelle, c'est extrêmement pénible. Voilà, je lui raccroche au nez. Ça lui apprendra à être bête. C'est une blague, une référence liée à notre ami Tadej Pogačar, qui a donc remporté le Tour de France en réalisant des performances plutôt bizarres en col, puisque par rapport à l'an passé, il y a facilement 10% de watts supplémentaires chez lui. Voilà, il n'avait aucun adversaire alors que nous avions tous les meilleurs sur ce Tour de France. Les autres étaient de simples cadets face à lui. Et il y a des chiffres qui interrogent, notamment voilà, quand vous poussez 7 watts par kilo pendant 40 minutes et que le troisième est à 1 watt par kilo de moins que vous, il est totalement légitime que la populace s'interroge. Quel est ce bordel ? Pourquoi tout le monde est entre 5,5 et 6 watts par kilo et pourquoi il y a une personne qui est à 7 watts par kilo ? Comment ça se fait ? Est-il une puissance divine dans un corps d'humain ? Voilà, je ne sais pas. Et quand les journalistes lui demandent « Bonjour Tadej, est-ce que vous vous dopez ?» Évidemment, il ne va pas répondre oui. D'ailleurs, il ne l'est peut-être pas, il faut le préciser. Mais sa réponse était extrêmement choquante, puisqu'en fait, il a dit « Non mais vous savez, on a fait beaucoup d'avancées, et en fait, moi maintenant, au petit déjeuner, je mange des flocons d'avoine. » Et là, t'entends ça, tu te dis « Mais c'est une blague ? Il fait une farce ? C'est-à-dire des flocons d'avoine, je comprends pas. Parce qu'en fait, il y a 15 ans, tout le monde mangeait déjà des flocons d'avoine. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Tadej ? D'ailleurs, manger des flocons d'avoine au petit déjeuner, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. D'ailleurs, c'est même contre-productif. C'est un mauvais moment de la journée pour en manger. Alors bon, lui c'est différent, c'est très très sportif, donc il a besoin d'apporter des glucides dès le matin, on va dire. Mais c'est pas fou comme explication. En fait, nous, on s'attendait à un truc... tu vois, il aurait pu nous délivrer une méthode d'entraînement dont on n'avait pas encore connaissance. Il aurait pu te parler d'un truc un peu pointu, tu vois. Te dire, voilà, des fois je fais des entraînements à glycogène bas, des fois je fais des entraînements à glycogène haut, etc. Je jongle comme ça. Tu vois, il aurait pu, je sais pas, trouver une technique un peu délicate, un peu romanesque, enfin un truc, voilà, un truc nouveau, un truc qui pète, un truc qui claque. Et là, le mec, il réalise des performances incroyables. Et il te dit, ouais, c'est parce que je mange des flocons d'avoine. Mais c'est quel degré de foutage de gueule, ça ? Et... Bon, ça me scotche. Je sais pas, je serais ses adversaires. Enfin, les mecs doivent être scotchés, quoi. T'entends ça ? Toi, ça fait 10 ans que tu fais une diète au poil de cul. L'autre, il te dit, ouais, en fait, c'est parce que je mange des flocons d'avoine. Tu te dis, mais putain, mais quel connard. Enfin bon, écoutez, voilà, tout le monde est content. Je rappelle qu'en tennis, on prend des corticoïdes quand on a un petit peu mal à un pied. Et puis, ça n'empêche pas de gagner des tournois. Voilà, allez, ça, c'était gratuit, au passage. Hop là ! Alors... Bon, la question, en fait, n'était pas tout à fait celle-là, de la part de Cédric Lebert, qui est patriote. Voilà, Cédric, right. La question, en fait, était, peut-on douter de la performance de Ludovic Pomeré à l'Hard Rock ? Et c'est vrai que, quand vous lisez bêtement un journal, et vous voyez qu'un mec qui a 49 ans a battu celui qu'on qualifie d'ultra-terrestre Kylian Jornet, enfin, en tout cas, a fait un meilleur temps, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, si vous connaissez pas la discipline ?
Et à travers ce podcast, je vais vous amener les éléments de réponse qui vont permettre de dire « Putain, Ludo a sorti une perf énorme parce que petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc. » On va dérouler comme ça, on va travailler ensemble et on va comprendre. Et c'est très simple en fait. C'est très très simple. Alors, bien sûr, pour commencer l'introduction, pas le podcast, oulala, doucement. Nous allons citer les nouveaux patriotes qui me rejoignent en nombre encore cette fois-ci, pendant que d'autres ragent dans leur coin, je leur fais un amical salut. Les nouveaux patriotes, voilà, on arrive pour le petit J-30 UTMB qui va être corsé, là, je pose les jalons, là, on va être très très chaud, là. Voilà, Paul de Brossier, Clément Small, Pierre Moreau. Tiens, Pierre qui a déjà commandé mes nouvelles chaussettes, sitôt arrivé, sitôt équipé, on y reviendra. Hugo Grange, Benjamin Zwollen, Jérôme Bérode, Clément André, Julien Craig, Corentin Bélier, Alexis Slimy, Issyrem Wazen, Lucas Guyot, Axel Chaignepin, Aurélien Naveillant, Éric Levrault, Steven Hinout, Erika Tekman, patriote féminine, j'imagine. Martin Auchard, voilà, lui aussi, direct, il a pris le t-shirt, voilà, il est équipé. Kylian Nizan, lui aussi, il arrive sur Patreon, hop, il s'envoie un énorme t-shirt made in France, bien sûr. David Guillemot, Olivier Radius, Johan Visono, Antoine Duquenois, Léo Herbach. William Lasserre, Guilain Ablot, qui a dû se réabonner 3 fois. Alors, je sais pas si c'est bon. Guilain, écoute, des fois, il y a des latences. Je ne comprends pas pourquoi. La plateforme Patreon me pompe un énorme pognon. Voilà, il me taxe environ 8%. Il vous taxe aussi quand vous les payez. Enfin, ça taxe dans tous les sens, quoi. C'est du Airbnb déguisé. Il y a 35% de différence entre ce que tu donnes et ce que touche le mec en face. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous est utile, donc on va pas cracher dans la soupe. Pierre D, Maxence Ramage, Roberto Wolfroom, le retour d'Alex Boabdella. Bon, je pense qu'il a simplement changé de moyen de paiement, Alex, pour le connaître. Et deuxième patriote féminine, Virginie Danon. Voilà pour les petits nouveaux. Écoutez, ça va chier. Vous arrivez au bon moment, là on a la 6000D samedi, bon ça va être un peu dur parce que quand on fait le Lavaredo 4 semaines avant, faut pas s'attendre à des miracles, à part si vous êtes un menteur, vous pouvez dire ouais je suis en forme, ouais je vais y arriver, puis après vous prenez une grosse branlée, vous passez pour un énorme trou de balle, mais ça on en voit plein partout, constamment. C'est le paraître maintenant, tu vois, il faut paraître, il faut faire. S'inventer des vies sur LinkedIn. Alors moi je suis business consulting English plus manager, mes couilles sur ton front ça fera un dindon, voilà, puis en fait le mec sert des cafés dans une boîte, quoi. Tu te dis mais ouais, moi je suis responsable des fournitures de bureau. Ok, très intéressant, bravo. Pourquoi tu fais un post pour ça? Parce qu'on s'en branle. C'est très intéressant, ouais, LinkedIn, ouais. Les favoris, vous les avez déjà sur Livetry, mais vendredi, je ferai un petit article Patreon avec la présentation, toujours sympa. Et puis, ma nutrition au cours de cette 6000D, une 6000D qui va être, à l'image de certaines filles, très chaude. Pardon, c'était un peu gratuit. Une 6000D, ouais, qui va être un peu chaude, alors attention, après, ça va pulser, là, on va lancer la prépa UTMB, on va prendre du... gros 35 degrés à Chambéry, la nuit qui descend pas en dessous de 19, bam, 3 fois de suite, c'est comme ça qu'on définit une caca nini cucul. Et ça va dézinguer du vieux. Il faut boire, d'ailleurs je bois. Donc place, ouais, à cette petite prépa UTMB J-30, écoutez, le jingle est là, il est sur mon ordinateur, prêt à jaillir. Comme Daniel... Non, pas là-dessus. Prêt à jaillir, et chaque jour on aura un petit thème, puisque vous le savez, cette année je vais m'adapter à la chaleur. En fait c'est plutôt la chaleur qui va s'adapter à ma présence, et nous aurons une question d'un patriote, voilà, tous les jours une petite question, un petit thème, voilà, tranquillou. Alors, dans l'actualité actuelle du Duc de Savoie représenté par moi-même, j'ai sorti hier des nouvelles chaussettes sous vos yeux ébahis.
Alors en fait, elles étaient prévues pour septembre, et puis bon, la chaîne de production de la chaussette de France avait un trou. Hop, le duc a glissé la tête dans l'interstice. Hey, coucou! Et hop là, on a fait les chaussettes en avance. Petite dédicace à ceux qui payent en retard. J'ai bien évidemment payé la facture directement dans l'heure qui suivait la réception des chaussettes. Je n'ai pas entendu 3 mois comme certains. Je peux bien sûr citer tous les noms. Ces nouvelles chaussettes, il y a plusieurs intérêts. Il y en a 4. Déjà, c'est un nouveau modèle, donc il s'appelle le modèle Coyote chez la Chaussette de France. Et en fait, on peut créer. Ils ont des nouvelles tailles qui vont au-dessus de 46, puisqu'avant on s'arrêtait au 43-46. Là maintenant, vous avez une taille 47-50. D'ailleurs, j'ai déjà eu une commande. Je l'ai envoyée. Voilà, j'espère que ça ira. Le deuxième point, et c'est le plus important, en fait, le motif est absolument génial. C'est-à-dire que quand vous regardez la chaussette, immédiatement, ça provoque chez vous un orgasme. Tellement c'est beau. Voilà. En fait, ils sont arrivés sur ce modèle à faire du point à point avec le fil. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, pour rappel, les chaussettes sont faites dans l'usine de l'entreprise Tismail, donc vous avez le nom La Chaussette de France, qui est localisée à Troyes, donc dans la France. Et ils se sont mis aussi à en sortir des personnalisés pour les courses. Vous avez pu les voir à la Montagnarde, et plus récemment, le week-end dernier, vous avez pu les voir à Loisan Trail Tour. Voilà, vous avez le petit logo de la course qui était dessiné sur le côté de la chaussette. Et là, vous avez le gros logo du Duc, voilà, extrêmement puissant, voilà, un casque de chevalier. Voilà, vous allez pouvoir vous balader sur les trails avec un casque de chevalier au pied. Autant vous dire que s'il y a un bénévole qui vous emmerde sur la barrière horaire, vous lui mettez un énorme Maoshigiri avec dans sa fif, et il vous emmerdera plus. Non, je plaisante bien sûr. Les chaussettes sont un petit peu plus hautes. Donc ça, j'avais eu la remarque, il y a quelques personnes qui voulaient des chaussettes un petit peu hautes, et voilà, celles-là elles sont plus hautes. Et elles sont un peu plus fines, ce qui fait qu'on est vraiment sur un modèle différent du précédent. Donc certains ne vont peut-être pas adhérer, et ils vont préférer le précédent, donc le précédent reste bien sûr en vente, il faudra d'ailleurs que j'en refasse. Et puis certains vont totalement abandonner le précédent parce qu'ils vont préférer celui-ci. Voilà, écoutez, les deux modèles vont rester. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a ? J'avais noté pas mal de trucs parce qu'on a une actualité complètement folle malgré les vacances scolaires. Vous continuez à faire tout un tas de conneries. Ah oui. Sur le Patreon, c'est vrai que j'ai eu la remarque. Donc j'étais chez le podologue ce lundi matin pour qu'on refasse mes semelles en fait, pour qu'on modifie un petit truc là qui m'avait causé un échauffement la dernière fois. Donc on a mis une pastille un peu différente. Enfin, je vous passe les détails. Et évidemment, le patriote en bon savoisien est abonné, le podologue est abonné au Patreon, ce qui est tout à fait normal. Et il me dit, putain, il y a plein de contenu et tout, j'ai pas le temps de tout consulter. Bon, après, il changeait de local et tout, donc il travaillait plus quoi en ce moment. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'est pas grave de ne pas pouvoir consulter le contenu le jour même, c'est-à-dire la revue de presse le lundi, l'article du vendredi le vendredi. Ça n'est pas grave parce qu'en fait, le contenu est stocké sur mon site internet. Vous avez un petit onglet Patreon, vous pouvez vous connecter. Tout est stocké, tout est répertorié, vous pouvez aller piocher dedans quand vous avez un peu de temps libre. Voilà, quand vous êtes en congé, truc comme ça, quoi. Nous avons, le week-end dernier, j'étais aussi, voilà, juste un petit point à dire comme ça. J'ai réfléchi, donc j'étais en train de m'entraîner dans le Beaufortin et j'en profitais, du coup, pour me rendre sur les ravitaillements en courant afin de ravitailler ma mère avec d'autres personnes de la famille qui tentaient de faire l'ultra tour du Beaufortin et de le finir pour la 10e fois. Donc elle l'a fini 9 fois. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure des années, donc déjà ma mère a un peu vieilli, mais la course a augmenté, c'est-à-dire qu'au début elle faisait 95 km et 5700 mètres de dénivelé, et aujourd'hui on est arrivé à 114 km et 7000 mètres de dénivelé. Donc c'est de plus en plus dur, et cette année, pour tout un tas de raisons, voilà, elle était un petit peu moins entraînée, du coup ça s'est mal passé, il a fallu arrêter.
comme pas mal d'autres coureurs, hein. Il y a 58%, le taux d'abandon c'est 58%, c'est très élevé. Parce que le Beaufortin est très très dur pour plusieurs raisons. Voilà, vous avez l'altitude, vous avez le fait qu'il n'y ait aucune forêt, donc vous êtes en permanence sous le soleil quand il fait chaud, sous la pluie quand il pleut. Vous avez un terrain qui est technique, les gens n'en parlent pas assez, c'est des sentiers relativement techniques, on est quasiment tout le temps dans du monotrace, caillouteux, etc. Et donc je me glisse entre les ravitaillements dans le peloton. Voilà, certains étaient d'humeur joviale, on pouvait discuter un peu. D'autres étaient assez taciturnes, assez fermés. Alors c'est vrai que des fois on passe par différentes émotions lors d'un ultra trail. Mais bon. Et en fait, je me suis fait cette réflexion, parce que moi déjà je faisais un effort très doux, et je marchais évidemment dans chaque montée, mais je voyais ce peloton avancer, puis surtout quand ma mère arrivait, donc elle était... au début elle était à la moitié, puis après ça a rétrogradé, on va dire. Et je voyais ces gens arriver qui finalement en venaient, à partir de la mi-course, pour le dernier tiers, à uniquement marcher en descente. Donc marcher en montée, c'était acquis et admis pour tout le monde, même les premiers. Marcher sur le plat, au bout d'un moment on y est contraint. Et puis en fait, au bout de 50 km, 30% du peloton se mettait aussi à marcher en descente. Et c'est pas grave en fait, il y a aucune moquerie à réaliser, puisque quand un coureur se rend sur une course, c'est binaire. Vous devez respecter le règlement. Le règlement, il dit, vas-y, fais ce que tu veux, simplement à certains points, il y a des barrières horaires. Voilà, tant que tu passes en avance, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, tu passes avec 3 heures d'avance, tu passes avec 5 minutes d'avance, tu fais ce que tu veux, mais on te demande uniquement de passer avant la barrière horaire, sinon on t'arrête. C'est binaire. Donc, si quelqu'un marche, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison de se moquer de cette personne, et tant qu'il passe les barrières horaires, en fait, il remplit le contrat qu'il a avec l'organisateur. Donc il réussit. Après, il met le temps qu'il met, mais il réussit. Et je me suis dit, en fait, vu que la plupart du peloton marche constamment, je pense que beaucoup sont dans l'erreur lorsqu'ils réalisent leurs entraînements. Parce que finalement, qu'est-ce que tout le monde fait plus ou moins ? C'est qu'on s'entraîne, entre 30 minutes et 1 heure par jour, quand on a la dispo. Donc, disons, pour être grossier, le lundi, mercredi et vendredi, voilà, tu fais 45 minutes de course à pied, parce que t'as pas beaucoup plus de temps. Et puis le samedi, dimanche, tu fais des sorties un petit peu plus longues, ou alors que le samedi, et puis le dimanche, est réservé à la famille. Voilà, on va dire que ça, c'est le cadre classique. Bon, déjà, quand t'as entre guillemets uniquement ce temps disponible, il est quand même difficile d'envisager un ultra trail en le vivant bien. Ça devrait être assez difficile. Mais imaginez que cette personne court le lundi, court le mercredi, court le vendredi, et lors de sa sortie longue le samedi, elle continue à courir. Donc en fait, elle court tout le temps, elle s'entraîne uniquement à courir pour réaliser une course où elle va uniquement marcher. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire que vous vous entraînez dans la discipline de la course à pied pour finalement réaliser une marche, qui est une autre discipline. Et du coup, le jour J, vous paniquez, vous savez pas quoi faire. En plus, vous vous dévalorisez, vous dites « Ah putain, je suis en train de marcher et tout ». Alors qu'en fait, il est tout à fait normal de marcher. Simplement, vous l'avez pas anticipé mentalement, du coup, vous êtes déçu de vous-même alors qu'il faudrait pas. Et vous l'avez pas anticipé, vous n'avez pas travaillé. En fait, ça se travaille, une belle marche se travaille. Et du coup, je vais révolutionner l'entraînement sans avoir de diplôme, en proposant aux gens d'aller marcher, en fait. Le plus possible. Tout au long de la journée. Voilà, ça peut être sur le trajet pour aller au travail. Ça peut être lors de la pause déjeuner. Ça peut être le soir. Ça peut être, pour celles et ceux qui ont un chien, c'est assez souvent. Et puis le week-end, en fait... Vous voyez, quand vous êtes en week-end. Donc vous êtes avec votre famille, et légitimement, c'est le week-end, vous dites, vas-y, on se casse, on va passer le week-end
je sais pas, dans le Massif Central, voilà, parce que c'est sympa. Et donc, vous arrivez là-bas, sur le lieu de votre week-end, et vous gonflez votre conjoint, votre conjointe, en lui disant « Ouais, vas-y, là, c'est... ouais, bon, attends, là, on est arrivé samedi midi, moi, cet après-midi, je fais ma sortie, je fais mes 2-3 heures de running !» Et puis voilà, ce soir, on mange, et puis demain, on fera un truc en famille. Donc, directement, en fait, vous allez vous séparer de votre famille pour réaliser votre entraînement dans votre coin, alors qu'avec la marche, et c'est là où le truc est révolutionnaire, avec la marche, vous pouvez intégrer ça à un week-end famille. Parce que, du coup, tout le monde va aller se balader. Alors, si vos enfants n'ont pas envie de se balader, vous prenez leur téléphone portable dans votre main, comme ça, devant leurs yeux, vous les regardez dans les yeux, et vous lancez très fort le téléphone portable contre le mur. Et vous lui dites, la prochaine fois, c'est le PC. Voilà, comme ça, après, il est obligé de venir marcher avec vous. Il faut être un peu ferme, c'est sûr. Il faut éduquer, quoi. Il faut serrer un peu la vis. Bref. Quand vous marchez, en fait, vos enfants peuvent vous suivre, votre conjoint, votre conjointe aussi, et du coup, vous pouvez passer la journée tous ensemble. Et en plus, vu que vous faites une longue marche, vous allez vous arrêter le midi pour pique-niquer. Donc, pour durcir, entre guillemets, la marche, vous prenez dans votre sac les vestes de pluie de tout le monde, les pique-niques de tout le monde, l'eau de tout le monde, et si vous voulez rajouter des affaires, ne vous privez pas. Comme ça, vous marchez avec un sac lesté qui va osciller entre 10 et 20 kilos, suivant l'eau et la bouffe, et vous allez, à la fin de la journée, avoir bossé pour vos ambitions d'ultra-trail. Alors que si vous seriez parti trottiner dans votre coin, vous auriez fait quasiment 2 heures au seuil en trottinant, ce qui ne représente absolument rien pour votre effort physique sur Ultra Trail. Et donc vous perdez sur tous les tableaux en fait. Alors après, il y a l'argument inverse de dire, ouais, mais si je fais que marcher, en fait, je vais jamais progresser et je vais jamais être capable de passer les barrières horaires. Alors, c'est vrai, mais une fois que vous avez une ou deux très très bonnes et longues séances de marche dans la semaine, vous pouvez faire 1 ou 2 footings, et puis sur l'un des deux, vous pouvez travailler le cardio, quoi, en courant un peu vite. Mais en tout cas, pour résumer ma pensée, je pense que la marche est largement sous-estimée par la plupart des pratiquants. Et si vous m'écoutez et que vous avez un peu de jugeote, vous sentez que c'est le truc qui va pouvoir vous amener à mieux réussir vos courses longues. Et je vous suggère de marcher beaucoup. Voilà, je pense que c'est très intéressant. Et puis un autre truc que j'ai vu sur cet ultra tour du Beaufortin, c'est les assistances. Alors, il y en a pas beaucoup qui se font assister sur l'Ultra Tour du Beaufortin, c'est pas très gênant, problématique. Mais, par exemple, donc là, ma mère, en fait, allait le finir pour la 10e fois. Bon, elle a raté, finalement. Et du coup, on avait mis le paquet. Donc moi, j'avais annulé les 2 animations où je devais aller pour venir l'encourager. On avait loué un très grand van pour faire des ravitaux de folie, tu vois, du feu de Dieu. Parce que voilà, elle allait finir pour la 10e fois, on a dit putain, vas-y, on met le paquet, quoi, la 10e, on met tout. Et on se rend au premier ravitaillement, donc Lac des Fées. Tu peux monter en van, bien sûr, donc t'as une toute petite route, voilà, très escarpée dans la montagne, et puis tu finis par 3-4 km de chemin forestier. Donc c'est difficile d'accès quand même. Ok, on ravitaille, bon, il y a beaucoup de voitures garées un peu sur les côtés, etc. Un peu merdique. On va au 2e ravitaillement, donc Cormet de Roseland, et là en fait, truc hyper touristique, donc beaucoup de vélos, beaucoup de motos, pas mal de gens qui se garent en haut pour randonner, bien sûr. Plus les gens qui veulent faire assistance aux coureurs, les gens qui veulent voir passer les coureurs, etc. Et là, on s'en sort pas, quoi. Toutes les bagnoles sont garées sur la route, il y a des bouchons dans le col. C'est terrible. 3e point d'assistance, au hameau de la Gite. Et là, c'est comme le lac des Fées, en fait. Petite route pour y aller,
Et puis rapidement, un chemin forestier assez long, très pénible, où tu roules à 10-15 km/h, et dès que tu dois croiser quelqu'un, c'est vraiment la misère. Et pareil, pas mal de voitures. Alors après, nous, on y était aussi. Et je me suis fait la réflexion, en fait, je me suis dit, mais en fait, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ces assistances, putain, c'est ridicule. On est là à balancer nos bagnoles un peu partout sur le terrain pour finalement donner des aliments que la personne ne veut pas, ou va changer d'avis, ou va faire ceci, cela. Alors que sur l'Ultra Tour du Beaufortin, vous avez des ravitaillements qui sont de très bonne qualité, en fait. Vous avez tout ce qu'il faut au ravitaillement. Alors, évidemment, vous êtes, comme moi, un adepte de Baou, vous n'allez pas avoir de bar Baou sur le ravitaillement. Effectivement, mais vous aurez du pâté. Et je réfléchissais à tout ça, et je me disais, ouais, c'est trop, en fait, c'est devenu trop gros, ce truc d'assistance, là. Et en plus, on arrive vers l'UTMB. Donc là, j'ai déjà quelques coureurs qui sont des bons coureurs, mais qui vont sur l'UTMB pour la première fois, et qui demandent conseil au Duc. C'est normal, c'est légitime. Quand quelqu'un a réalisé la course 5 fois dans le top 30 ces 5 dernières années, et que vous avez une question sur la course, vous lui demandez. Vous vous adressez à la personne qui connaît c'est moi. D'autant plus que je ne bénéficie pas de passe élite, je suis resté proche du peuple, et donc je j'use de divers stratagèmes, petites combines, pour pouvoir me faire assister aux différents points autorisés à l'assistance. Et nous, on est rodés, quoi, sur l'UTMB, voilà, on sait comment faire pour aller partout. Ça n'est d'ailleurs pas très compliqué. Si vous vous posez sur une chaise 5 minutes et que vous lâchez votre putain de smartphone, vous allez également comprendre comment faire. Mais en fait, c'est très pénible, ça nécessite plusieurs personnes, ou alors une seule voiture, mais qui va aller à des heures pas possibles sur certains points pour éviter les blocages. Ça va nécessiter de prendre des vélos pour aller ravitailler, enfin, tout un tas de trucs. Et je me dis, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en fait? Tu vois, ça fait 5 fois que je le fais, c'est-à-dire bénéficier d'une assistance à chaque fois que c'est autorisé. Et là, je me dis, avec le recul, finalement, est-ce que je pourrais me débrouiller tout seul ? La réponse est oui. Alors, est-ce que ce serait le même niveau de performance ? Peut-être pas. Mais à l'UTMB, vous avez à l'Ultra Tour du Beaufortin, c'était pareil, vous avez à la mi-course, enfin, aux environs de la mi-course, un sac de délestage. Ce qui fait que, pour moi, le gros point technique, en fait, c'est vraiment de pouvoir changer de chaussures sur un ultra. C'est quelque chose auquel je suis sensible. Et finalement, ce point technique peut être réussi en ayant mes nouvelles chaussures dans mon sac de délestage. Et puis dans ce sac, je mets un peu de crème hydratante pour les pieds, je mets mes barres préférées, je mets ma boisson, etc. Mais le reste du temps, je peux bénéficier du ravitaillement de la course. Et du coup, au lieu de dire ouais, faut arrêter les assistances, nanani, nanana, de discuter, de faire des débats, des trucs grotesques, d'aller sur Twitter, encore pire, pour parler de votre vie minable, eh bien, au lieu de faire tout ça, je me suis dit, en fait, Hugo, faut montrer l'exemple. Il faut faire ce que personne ne fait actuellement. Donc, vous avez aujourd'hui tout un tas d'hommes politiques qui sont embourbés dans différentes affaires plus ou moins glauques, parce que vous avez quand même certaines personnes qui sont ministres et qui demandent à certaines dames de leur faire des fellations pour obtenir un logement. Et ces gens-là gouvernent. Donc, niveau exemplarité, on est... c'est pas terrible. Et je me dis, en fait, faut montrer l'exemple. Donc, vous êtes en train de m'écouter, ça fait une demi-heure, vous dites, putain, il va la finir son intro. Je décide aujourd'hui d'arrêter l'assistance à l'UTMB 2026. Alors, vous allez dire, putain, l'enculé, il nous baisse 2 ans, quoi. Le mec, il peut pas faire ça tout de suite. Non, je vais pas faire ça tout de suite parce qu'en fait, cette année, voilà,
avec ma copine, pour différentes raisons, on n'a pas fait de ravito spécialement ensemble, ou très peu, un ou deux de temps en temps. Et cette année, on voulait vivre le truc à deux. Donc on va le faire une fois. Et l'an prochain, donc on sera en 2025, pour différentes raisons, je vais essayer de réaliser une performance largement plus impressionnante que cette année. Et du coup, j'aimerais bénéficier une dernière fois de l'assistance. Voilà, un dernier salut, tu vois, avant de partir. Par contre, je le dis ici, donc tu vois, moi, une fois que je l'ai dit, c'est fait. En 2026, sur les zones de ravitaillement, personne ne me donnera quoi que ce soit. Voilà, je ne veux rien. Alors je le dis à mes parents, ils sont vachement déçus, parce qu'en fait, ça fait 8-9 ans qu'ils vont partout pour faire de l'assistance. Et je leur dis, mais en fait, si vous voulez venir, vous venez. Pour m'encourager, pour courir un petit peu à côté de moi, là où c'est autorisé, enfin ce que vous voulez. Mais vous me donnez rien, en fait. Je vais au ravito, je me démerde. Ce qui fait que du coup, personne n'est stressé. Est-ce que j'arrive à l'heure ? Est-ce que j'ai amené les bons sacs ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et je rebondis du coup sur ce que disait Germain Grangier, je crois que c'est l'an passé, en disant, bah ouais, en fait, moi, je trouve ça un peu gros, quoi, tous ces sacs d'assistance qu'on balance dans les bagnoles pour les avoir à tels endroits, Et bah écoute, Germain, je sais que tu n'écoutes sans doute pas le podcast, peut-être une de tes connaissances pourra te transférer le lien et tu tomberas sur ces paroles. Est-ce que Germain, tu veux te joindre à moi et lancer ce mouvement à l'UTMB 2026 des coureurs qui n'auront pas d'assistance. Voilà. Alors, je mets un garde-fou. À aucun moment, je me permettrai d'émettre un quelconque jugement sur quelqu'un qui, lui, a envie de se faire ravitailler par ses proches. Jamais je dirais, ouais, faut pas le faire, t'es vraiment un enculé. Mais celles et ceux qui se disent, bah ouais, en fait, c'est vrai que c'est finalement un peu grotesque. Et puis alors je me dis ça parce que je l'ai fait plusieurs fois, hein, bien sûr. Écoutez, moi, en 2026, sur l'UTMB, pas d'assistance. Rien, que dalle, walou. Et puis voilà, si je suis devant certaines personnes, tant mieux. Si je suis derrière, tant pis, je m'en fous. Bon. Allez, maintenant que ça c'est fait, on va parler de la performance de Ludovic Pommeret à l'Hard Rock et répondre un petit peu à la question de Cédric Leberts. Alors, mon petit Cédric, en tant que passionné de trail, il est évidemment abonné à mon Patreon, mais pas que. Il a aussi suivi notre ami Ludovic Pommeret lors de sa Hard Rock. Et donc, il a assisté à sa victoire tonitruante. Voilà, 21h33 quand Kylian avait mis 21h36 en 2022. Et il est un peu chagriné parce que il voit quelqu'un qui a 49 ans réussir une bonne performance. Donc il se dit, c'est bizarre. Pourquoi, alors qu'on te parle toujours des gens qui ont leur pic de forme à 25 ans, à 30 ans, puis après ils prennent un peu leur retraite sportive. C'est vrai que les cyclistes, entre 30 et 35 ans, tu en vois pas mal qui arrêtent leur carrière. Certains durent un petit peu, voilà, on avait eu Alejandro Valverde à 40, 41 ans, puis bon, après il avait arrêté. Mais tu vois, ça n'existe pas en fait, un sportif de haut niveau de 49 ans. En tennis, tu n'en as pas. En rugby, tu n'en as pas. En football, tu n'en as pas. Il y a eu Gianluigi Buffon, le gardien de l'Italie, qui a duré longtemps, mais pas 49 ans. En handball, tu n'en as pas. En cyclisme, tu n'en as pas, etc. Et là, nous avons donc Ludovic Pommeret, qui a 49 ans, boum, vainqueur de l'Hard Rock, et le chrono exceptionnel. Et donc, pour titiller, Cédric me dit, voilà, dans un monde où on doute de tout, parce que là, il y a eu le Tour de France, donc ouais, Tadej, il est dopé, puis Vingegaard aussi, puis machin, puis truc. On voit Ludovic remporter l'Hard Rock et personne ne doute de rien. Il dit, c'est bizarre. Et effectivement, ce serait légitime, quand on ne connaît pas la personne, le contexte, ce serait tout à fait légitime de se dire, c'est bizarre, comment il arrive à faire ça ?
Parce que il bat le record de Kylian Jornet, qui a été établi en 2022. Et en 2022, Kylian était face à François. Kylian avait quitté Salomon pour sa marque normale, donc il y avait une rivalité entre les deux. Et dans les 2 ou 3 dernières heures, je sais plus exactement, sur un ravitaillement, en fait, François se pose pour se ravitailler et Kylian saute le ravito, tu vois, pour repartir avant lui, et il accélère, il finit très très fort. Et François, derrière, il essaye, mais bon, il n'y arrive pas. Donc Kylian remporte la course 21h36. Donc il avait quand même forcé, vous voyez, pendant cette épreuve. Et là, vous avez mon Ludovic Pommeret qui arrive, bam, 21h33. Tiens, prends ça, Kylian. Tu te dis, comment se fait-ce ? En plus, Ludovic Pommeret n'est pas un athlète professionnel, contrairement à Kylian. C'est un père de famille qui travaille. Donc il le dit d'ailleurs dans les podcasts d'après-course. Voilà, il a encore son emploi. Donc il est ingénieur du côté de la Suisse. Voilà, femme, enfant, travail, etc. Alors certes, un emploi, il n'est pas maçon, un emploi plutôt confortable, on va dire, mais tout de même un emploi. Et donc, on se dit, il est comme monsieur tout le monde, entre guillemets. Okay, comment se fait-ce ? Donc il est tout à fait légitime de douter. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on peut être sûr de cette excellente performance de notre ami Ludo et se réjouir d'une telle réussite. Donc il est passé dans plusieurs podcasts que j'ai tous écoutés parce que ça tombait au moment où je faisais un peu des sorties longues. Il est passé dans Course Épique, il est passé dans la bande AD+, et sur la plateforme Utrax. Alors là, j'ai pas regardé, je connais pas trop ça, mais bon, c'est peut-être sous forme de documentaire, je sais pas. Et les quelques warnings qui ont alerté mon ami Cédric, nous allons pouvoir les démonter un à un. Parce que Cédric, lui aussi, a écouté ses interviews. Et par exemple, dans les interviews, Ludo nous dit « Ouais, après la course, j'ai dormi 8 heures, je suis en pleine forme. » Alors ça, déjà, à mon avis, c'est simplement un abus de langage. Voilà, il se sent juste bien parce qu'il a dormi de manière normale. Quelques grosses ampoules au talon. Alors ça aussi, c'est tout à fait normal parce que vous traversez plusieurs fois des rivières à la hard rock, donc c'est assez chiant. Mais musculairement, RAS. Alors, ça c'est sa déclaration, mais en fait c'est faux. Bien évidemment que si vous l'aviez forcé à recourir le lendemain, il serait pas arrivé, ou très peu, ou en souffrant beaucoup. Mais oui, il est possible. Voilà, ils disent même qu'il se sentait mieux qu'au départ. Alors ça, oui, effectivement, c'est troublant quand vous venez de faire un 100 miles. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une espèce de... Vous avez tout un tas, je sais pas, d'endorphines, un truc comme ça, qui fait que le lendemain, vous êtes sur votre petit nuage, en fait. Parce que vous avez réussi, parce que ça s'est bien passé, etc., etc. Et du coup, ça gomme vos sensations de douleur. À l'inverse, avant une course, vous vous reposez et vous doutez, parce que vous dites, putain, c'est quand même une course longue, dure, machin. Et du coup, vous allez vous découvrir des douleurs. Parce que votre cerveau va aller dans votre sens et va vous dire, tiens, t'as vu, en plus t'as mal là, machin, un truc et tout. Donc c'est pour ça que quand il dit, ouais, au départ, j'avais une contracture à un fessier et un tendon qui claque, c'est des choses où il n'y a pas eu de mot médical mis dessus, donc c'était plutôt des sensations plutôt qu'une réelle blessure, en fait. Il n'y avait pas de... Voilà, c'est un petit peu la casquette verte, j'ai envie de dire. Alors, un autre gyrophare qui s'était allumé chez notre ami Cédric, c'est quand son entraîneur et son paceur parlent de Ludo. Donc Philippe Propage, l'entraîneur, il dit « Ouais, c'est un talent de bosseur. » Et ça, c'est très vrai, en fait. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a du temps libre, et d'ailleurs Fiona Porte l'a dit dans l'émission La Bande AD+, lorsqu'il a du temps libre, en fait, Ludo, il en met. Tu vois, il en met énormément. Et du coup, c'est impressionnant. Et Fiona disait « Ouais, Ludo, l'hiver, il fait 20 000, 25 000 mètres de dénivelé en ski par semaine. » C'était vrai, mais pas tout à fait, puisque Ludo lui-même l'a reprise en lui disant « Ouais, non, Fiona, en fait, ça, c'est quand il y a les vacances. Le reste du temps, je fais beaucoup moins. »
Et en fait, c'est un biais que beaucoup ont, c'est-à-dire de regarder les gens uniquement quand ils font beaucoup d'efforts. Vous voyez, là, moi, je prépare l'UTMB. Bah, je sais pas, si je regarde les autres années, c'est vrai que je fais 1 ou 2 semaines qui tournent à 30-35 heures de sport. Et évidemment, si tu regardes que ça, tu te dis putain, mais le mec est un malade, il fait 30 heures de sport par semaine. Évidemment, je ne fais pas ça pendant 52 semaines de l'année. Et la semaine où je fais une petite, un peu de repos, voilà, à 10-15 heures, plutôt 10 on va dire, y a personne qui regarde et qui dit ah tiens, bah là il a fait une semaine de repos, machin. Tout le monde s'en branle et on passe à autre chose. Donc vous vous souvenez pas de tout en fait. Et Ludo lui avait dit bah non, en fait je fais pas 20 000 mètres de dénivelé chaque semaine, je le fais quand j'ai la possibilité parce qu'il y a des vacances. Mais le reste du temps, quand je suis en train de travailler en tant qu'ingénieur en Suisse, évidemment je ne fais pas 20 000 mètres de dénivelé. Au mieux je pars le week-end, je fais 3 000 le samedi, 4 000 le dimanche et puis voilà quoi. Ce qui est pas mal. Et puis anecdote du pacer, donc l'athlète Arthur Joyeux-Bouillon, excellent athlète, 2 fois top 10 à l'UTMB, il ne s'arrête jamais, entre 2 entraînements, il va couper du bois ou autre chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ludo a retapé, je sais pas si c'est 1 ou plusieurs maisons, et en fait il a fait beaucoup de choses lui-même. Donc alors là pour le coup un travail très difficile, très loin du travail de l'ingénieur. C'est vrai que c'est un peu une bête de travail. En fait, vous le réveillez le matin, là, vous appuyez sur on, et en fait l'animal bondit partout toute la journée, quoi. Alors je vais faire du sport, je vais rénover un bâtiment, tiens il est pas trop tard, je retourne faire du sport, etc. Donc le truc ne s'arrête jamais, quoi. Il est non-stop. Et ça aussi, ça explique ses performances du moment. En fait, c'est que c'est une vraie force. Alors, tu vas me dire, bah ouais, mais je sais pas, un athlète professionnel, quand il fait du bi-quotidien entre les deux, il fait la sieste. Oui, c'est vrai, mais là, on est dans le cadre de l'ultra-trail. Et regardez, vous prenez une semaine classique. Du lundi au vendredi, la bête travaille gentiment aux alentours de Genève et fait très peu de sport, se fatigue assez peu, puisqu'il passe une grande partie de la journée assis à un bureau. Ensuite, la bête est relâchée dans son milieu naturel le samedi et le dimanche. Je caricature, je connais pas exactement sa vie. Et là, c'est du sport, du boulot sur la maison, machin, truc et tout, retaper une grange, j'en sais rien, des machins comme ça. Couper du bois, parce qu'il est chauffé au bois, etc. Stocker son bois, transporter son bois, voilà. Effectivement, vous avez des journées qui sont impressionnantes sur le samedi et sur le dimanche. Mais vous avez, sur l'autre partie de la semaine, une récupération. Via on peut dire un week-end choc, en fait. Parce que finalement, s'il ferait 1 heure de course à pied le matin et 2 heures de course à pied le soir, puis qu'entre les deux, il foutrait rien, ça ferait un volume à la semaine qui est pas exceptionnel. Si entre les deux, vous alignez quelques stères de bois, ça vous dresse un peu. Ça vous fait de l'endurance de force, ça vous fait du gainage, ça vous fait tout ce qu'il faut, quoi. Sport croisé, bûcheron et trailer. Donc voilà, en fait, là où tu vois des warnings, Cédric, c'est en fait une méconnaissance et un imaginaire qui te trompent. Selon moi. Alors après, vous avez aussi une chose qui compte en ultra-trail, c'est l'expérience. C'est-à-dire que celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier, bien sûr, est très fort, mais peut-être qu'au départ, il y avait des gens qui avaient une meilleure VO2 max que lui. Pourtant, il les a baisés. Pourquoi ? Regardez Jim Walmsley. Jim Walmsley est un excellent coureur, c'est peut-être le trailer le plus rapide, celui qui grimpe peut-être le mieux, un de ceux qui descend le mieux. Jim Walmsley, c'est 1h03 au semi-marathon, c'est 6h09 au 100 km route, c'est 2h12 au marathon, je crois, je sais plus. C'est quelqu'un qui va très vite. C'est quelqu'un qui descend très vite, qui est à l'aise dans le technique. C'est quelqu'un qui gagne des kilomètres verticaux devant les meilleurs Français. C'est quelqu'un qui a toutes les qualités physiques pour performer en trail. Jim Walmsley vient sur l'UTMB en 2017. Il ne gagne pas. Il vient en 2018, il vient en 2019, il vient en 2021, il vient en 2022. À chaque fois, il ne gagne pas.
Et en 2023, il gagne. Pour ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6e participation. Parce qu'il a eu besoin de construire son expérience. Et d'ailleurs, il gagne l'an passé, tout n'était pas parfait. Il a eu un énorme trou noir à la fin de la nuit. Il réaccélère sur la fin et il gagne. Mais aux 2/3 de la course, on n'était pas sûr. Il y avait un doute. Donc il a encore de l'expérience à engranger pour être meilleur. Ludo Pomeray, c'est un petit peu pareil. En fait, il se rend sur l'UTMB en 2004 parce que c'est sympa, c'est dans l'air du temps. Hop, abandon. Et puis il retourne en 2016 et il gagne. Alors ça, c'était un peu mal passé au début, et puis après, il avait récupéré, il faisait chaud, ça a éliminé les autres, il a gagné. Depuis, il revient, je sais plus, c'est chaque année, non pas chaque année, mais en tout cas, ces 2 dernières années, il était là. Et l'an passé, il réalise son meilleur chrono. Parce que, il a progressé sur différents points. Donc il s'est bonifié avec le temps, parce qu'il a appris tout un tas de choses qui lui ont servi sur l'ultra trail. Par contre, effectivement, il est possible que sa VO2 max n'ait jamais augmenté, voire même qu'elle ait un petit peu régressé. Mais il a peut-être tellement progressé sur d'autres domaines que ça marche. Et maintenant, je vais vous donner les autres domaines sur lesquels il a progressé, et ce qui explique cette performance exceptionnelle à la hard rock. Alors, j'ai juste un truc où je suis pas sûr au début. Je crois qu'il a quand même beaucoup diminué son temps de travail. Et il me semble qu'il n'est plus à 100%. C'est ce qu'il dit dans une interview, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et il le dit aussi, ça c'était dans la bande AD+, qu'il allait s'offrir la retraite à 50 ans. Donc l'an prochain, je crois. Donc il sera encore meilleur en 2025, attention. Ses enfants sont globalement grands, donc ils ont plus besoin de lui. Voilà, enfin en tout cas pas toute la journée ou le soir. Cette année, il s'est blessé cet hiver, je sais plus ce qu'il avait eu en ski, et donc il a diminué un peu les entraînements à bragadabrantesques qu'il faisait par le passé, et il est arrivé un petit peu plus frais sur ce début de saison. 3e point. 4e point, il a utilisé une tente pour simuler l'altitude, parce que c'est ce qui vous fait réussir à l'UTMB. Et il l'a utilisé largement en amont de la course, parce qu'il est arrivé sur la course à peu près 1 mois avant, et il avait utilisé la tente 3 semaines avant encore. Donc 7 semaines avant la compétition, le mec commence à se mettre à l'altitude de la course. Et ça m'a fait rire parce que dans son interview, alors j'ai été étonné que Sabine ne relève pas, mais dans son interview, Ludo nous dit qu'il a fait une prise de sang après ces 3 semaines en tente hypoxique et qu'il n'a pas observé de bénéfice sur ses paramètres sanguins. Et en fait, il faut attendre 4 semaines et pas 3 semaines avant de refaire sa prise de sang pour voir une augmentation de votre hémoglobine et de votre hématocrite. Si vous la faites à 3 semaines, vous allez voir une augmentation de vos réticulocytes, mais pas les 2 autres paramètres. Et comme c'est très rare que les gens mesurent leurs réticulocytes, vous voyez rien en fait. Donc vous vous dites, ah merde, j'ai le même taux d'hématocrite. Et oui, mais t'aurais attendu 1 semaine pour faire ta prise de sang, c'était bon. Et je suis tombé dans, je vous dis ça parce que je suis tombé dans cette erreur l'an passé en fait. Donc il fait ses 3 semaines de tente à hypoxie, de S-7 à S-4, et après il se rend sur le lieu de la course, de S-4 à S0, quoi, S-1. Et là, il se rend sur la course, sa femme continue de travailler, donc elle peut pas venir avec lui, elle le rejoindra plus tard. Et si vous voulez, il arrive dans son logement, le mec est tout seul. Il est là avec sa valise, avec ses chaussures au cas, et voilà quoi. Et t'as rien à faire du matin au soir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça ? Tu dors très bien, tu manges aux heures qui te correspondent, tu manges ce que tu veux, tu peux tout doser si t'as envie, tu t'entraînes quand tu sens que c'est vraiment le bon moment pour t'aller t'entraîner. Si t'as envie de le faire à 11h, 7h du mat, 14h, 19h, c'est toi que ça regarde, c'est ton cycle. Et donc pendant 1 mois, il a vécu comme un réel professionnel. Et c'est ce que j'avais fait ces 3 dernières années à Tignes. Et c'est vrai que tu sens les bénéfices.
quand t'es enfermé entre 4 murs et que ton objectif c'est manger, boire, dormir, t'entraîner, quoi. En gros. Et ça, il l'a vécu pendant 1 mois, c'est énorme. Ensuite, il a eu aussi un pacer d'une grande qualité en la personne d'Arthur Joyaux-Bouillon, parce que les deux personnes se connaissent. Ils ont des qualités physiques assez similaires. Arthur est quelqu'un de très fort également. Et du coup, pour pacer, je pense que c'était l'allure juste. Et puis enfin, un dernier point, c'est la nutrition. En fait, Ludo a souvent été connu et moqué un peu dans le gif, de manière drôle bien sûr, pour être la personne qui avale un gel toutes les demi-heures ou toutes les heures, je sais plus. Et donc sur le Grand Raid de la Réunion, s'il prévoyait de faire 26 heures, il allait prévoir de manger 26 gels. Puis tu sais, à l'époque, c'était les années 2010, c'était les gels de 25 grammes dans un tube plastique, là, les Oversteam ou Punch Power ou je sais pas quoi. Le gel antioxydant, le gel coup de fouet, voilà, tous ces trucs-là là, que j'avais connus. C'est le truc où t'arrivais pas bien à mordre dedans, des fois tu te ratais, ça coulait partout, tu le mettais dans la poche de ton sac, tout collait, enfin c'était infernal. Et cette année, en fait, le Ludo est sponsorisé par NAC, qui est une marque de nutrition de grande qualité, hein. C'est un peu le concurrent direct de Baou, c'est-à-dire que les deux se tirent régulièrement la couverture à eux dans le monde du trail. Vous avez Ta Energy aussi qui vend beaucoup. Mais bon, en termes de communication et de marketing, NAC et Baou matraquent sans arrêt, donc c'est vrai qu'on voit un peu qu'eux. Et du coup, Ludo accède à une nutrition un peu plus quali que par le passé. Et surtout, les mecs lui font un petit plan nutritionnel aux petits oignons. Alors, adapté à lui, bien sûr, parce qu'il le dit dans les interviews, voilà, il aime pas mâcher, il préfère les compotes, les purées, la boisson d'effort, etc. Mais du coup, voilà, par rapport aux autres années, il y a ça qui change aussi. C'est-à-dire que la personne s'alimente beaucoup mieux et du coup, sans doute, j'ai envie de dire un peu plus. Souvent, les gens ne mangent pas assez. Donc voilà, pour tous ces paramètres, Cédric, je pense que notre Ludo nous a réalisé une excellente performance, qu'il est sans doute proche de son top, et vu qu'il va s'offrir une retraite anticipée l'an prochain, ça ne m'étonnerait pas même de le voir continuer à performer voilà, jusqu'à 55 ans. Je rappelle que l'an passé, je termine l'UTMB en 23h10, et le concurrent suivant qui arrive derrière moi en 23h17, c'est René Rovera. Et René avait 55 ans. Et il arrive 7 minutes derrière moi, avec Diego Pazos. 55 ans. Donc tout est possible, tu vois, parce que tu vas... Alors évidemment, tes capacités physiques pures vont baisser. Je sais pas si Ludo serait un athlète de 100 mètres. Ouais, peut-être qu'il n'y arriverait plus. Mais par contre, il y a tout un tas de points sur lesquels il s'est amélioré, certains qui sont encore améliorables. Donc tu vois, j'ai envie de te dire, ceci explique cela. Voilà. Et encore une fois, c'est vrai que quand tu connais pas la personne, quand tu connais pas son passé, quand tu connais pas sa préparation, t'es dans le flou, tu sais pas, tu te dis, putain, quand même, un quinquagénaire qui l'a tout le monde comme ça, mais comment se fait-il? Comment se fait-ce? Et voilà. Voilà les explications, mon petit Cédric. Alors, pour que tout soit parfait, il faudrait qu'il soit un petit peu fatigué à l'UTMB et qu'il passe un peu au travers de sa course, parce que je pense que c'est dur quand même d'enchaîner hard rock et UTMB. D'ailleurs, le grand François Daen lui-même nous l'a prouvé en 2021. Il gagne la hard rock et derrière l'UTMB a été particulièrement difficile. Il l'a remporté parce que face à lui c'était Aurélien Dunant-Palaz et les débuts, on va dire, des performances de Mathieu Blanchard. Mais il en a chié. Il s'est pas reposé là. Il a pas donné sa part au chien, comme on dit. Il a des faciès très marqués sur les photos. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour démarrer le J-30, voilà, qui avec un jingle d'une qualité tout à fait remarquable s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Salut.
Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.